Joyeux. Salut YouTube, on est de retour pour les chroniques d'étonnante nature avec le docteur Marie-Geneviève Guiraud qui va nous présenter aujourd'hui le cas Simpson. Rien à voir avec le dessin animé, je suppose? Un petit peu. Un petit peu, d'accord. Eh On va, bien, nous on va t'écoutons. parler de flexibilité cognitive. Mais tout à fait, j'ai un cerveau très flexible. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la flexibilité cognitive? C'est la capacité de notre cerveau et aussi de nous, de notre comportement, à s'adapter aux changements qu'on fait face. Donc, à s'adapter aux problèmes qu'on doit résoudre, aux difficultés, etc. Oui, d'accord. Non, du coup, je parlais de flexibilité cognitive. Donc, le cas de Simpson, c'est pour vous parler d'un cas, un cas unique, un cas vraiment d'école, qui nous dit que peut-être qu'on n'a pas besoin de tant de choses que ça pour dire qu'on est des êtres humains fonctionnels. Donc, en fait, vous avez déjà vu cette petite photo, sans doute, qui montre Homer Simpson avec un tout petit cerveau. Et moi, ce que je vais vous montrer, alors ici, vous avez un cerveau sain, donc vous avez vraiment les deux lobes complets, avec beaucoup de circonvolutions. Ces circonvolutions, on en a beaucoup chez l'être humain, qu'on ne retrouve pas chez tous les animaux, parce que ça permet d'augmenter la surface et donc d'avoir, entre guillemets, un plus gros cerveau. Donc, vous voyez, il est bien plein, il est bien fait, et normalement, on a tous un cerveau à peu près comme ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça, évidemment. Alors, par exemple, si vous connaissez des épileptiques, des fois, on leur éteint une partie du cerveau pour éviter justement les crises d'épilepsie. Il y a des gens qui ont Alzheimer, qui perdent un petit peu de la matière grise, on appelle, qui perdent de certaines neurones. On peut avoir aussi, quand on a des accidents de voiture ou autres, des commotions cérébrales. Dans ce cas, on va aussi en perdre un petit peu. Et pourtant, on arrive la plupart du temps à rattraper ce qu'on a perdu, en tout cas à ne pas avoir de séquelles. Dans certains cas, on en a évidemment. Mais avec le temps, souvent les médecins nous disent qu'avec le temps, ça peut revenir, ce qui est vrai. Ici, je vais vous montrer un cas vraiment typique. Comme vous pouvez voir, tout ce qui est en noir, c'est vide de cerveau, c'est-à-dire qu'il y a uniquement du liquide céphalorachidien. Le liquide Alors, céphalorachidien, c'est le liquide dans lequel baigne notre cerveau pour justement non seulement le protéger des chocs, puisque on a le crâne qui contient notre cerveau, donc il doit être protégé, mais aussi pour augmenter la réceptivité entre les cellules. Oui, tu voulais dire? d'accord. Je voulais dire, excuse-moi, mon micro a été coupé tout à l'heure et je suppose que tu m'as posé une question, mais que je ne l'ai pas entendue et du coup, tu n'as pas entendu ma réponse. Bon, vas-y, mais dis-moi, c'était quoi ta réponse? Ah, mais non, mais j'ai pas de réponse parce que j'ai pas entendu ta question. Y a- C'est pas y a- grave. y a- D'accord, bah on continue. Du coup, tout ce qui est en noir, c'est pas du cerveau. Et tout ce qui est en C'est du blanchâtre, vide. mais pas blanc-blanc. Enfin, en gros, ce qu'il y a. Ah Ici, mince, je peux là, pas sur aller les aussi loin. côtés. Ouais, sur les côtés, c'est Donc, le cerveau. exactement. Donc, cette personne-là, elle a à peu près 1 centimètre de cerveau tout le long du crâne et c'est tout. Voilà. D'accord. Et on a Et son alors, nom à cette personne ou pas du tout? Alors oui, ce gars, il a 90% de cerveau en moins. C'est un cas qui a été décrit en 2007 et qui est vraiment devenu un cas d'école pour quand on étudie la neuroscience. C'est un homme français, 44 ans. Il n'a jamais eu de problème avant. Il est venu consulter. Pourquoi? Parce qu'il avait mal à la jambe. Il avait mal à la jambe, ça partait pas. Du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont fini par faire un scan du cerveau et ils ont vu ceci. Et alors là, ils commencent à chercher et tout, et puis ils se disent, mais il y a un problème, c'est pas possible. Le mec, il parle, il va bien et tout, alors qu'il a 90, enfin, il a 10% de cerveau. Alors, ils commencent à regarder. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il était jeune, il a été diagnostiqué avec une hydrocéphalie. Donc, une hydrocéphalie, c'est ton cerveau produit du liquide céphalorachidien qui va pousser contre ta matière, mais il avait déjà été traité, on l'avait traité pour ça, donc il allait très bien. Cette D'accord. personne-là, est-ce que vous croyez qu'elle est normale? C'est une question, je dois juger Oui, si oui. cette personne est normale. Alors, si Ouais. je me base sur la moyenne du cerveau des gens de Twitch, je dirais qu'elle est au-dessus de la moyenne. Mais oui, c'est une personne normale à partir du moment où elle n'a pas de troubles du comportement. Bah, finalement, la taille de son cerveau, on s'en fiche un peu, non? Eh bien oui, exactement. Mais ce qui était assez étonnant pour la plupart
des neuroscientifiques qui ont traité l'affaire, c'est qu'ils lui ont fait faire des tests de QI, ils lui ont fait faire des tests de comportement et tout. Et en fait, c'est un homme qui a un QI de 84, donc la moyenne, c'est autour de 100. Donc c'est un petit peu plus bas que la moyenne, mais ça reste dans ce qu'on trouve de manière générale. C'est quelqu'un qui est fonctionnaire, qui travaille très bien, qui a jamais eu de problème pour trouver de travail, quoi que ce soit, marié, 2 enfants, forme physique. Donc, assez étonnant qu'on trouve qu'un mec qui a 10% de cerveau, il arrive à fonctionner normalement. Bon, En même temps, voilà. ça Donc maintenant, confirme. oui. Mais du coup, ce cas-là, ça a vraiment excité à la fois les psychologues, les neuropsychologues, les neuroscientifiques qui se sont dit, mais comment c'est possible? Nous, déjà, on fait une grosse différence entre les animaux et nous-mêmes par rapport à tout ce qui est la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la conscience. Qui est Mhm. conscient, qui n'est pas conscient? Et là, c'est un mec qui a 90% de neurones en moins que la majorité des gens et il fonctionne normalement. Il a une vie normale, il est heureux, il fait ses trucs, il vient pour un mal au genou, on trouve qu'il n'a pas de cerveau, ok. Bon. Alors du coup, la question, c'est ça, la question c'est qu'est-ce qui fait qu'on est conscient? Est-ce que 10% de cerveau, ça suffit? Parce qu'avant, les théories, elles disaient quoi? Elles disaient qu'avec certaines zones du cerveau, notamment ce qu'on appelle le claustrum, c'est des neurones qui connectent plusieurs régions majeures du cerveau, ou le Mhm. cortex visuel, peut-être que la conscience, elle est par ici. Mais ce mec, il n'en a pas. Donc la question, c'est où se trouve la conscience dans le cerveau? Et bien du coup, ils ont émergé de nouvelles théories grâce à ce cas d'école. Et ils Ouais, ont dit peut-être que lui, il est flexible en fait. Peut-être que en d'accord. fait, on réapprend la conscience à chaque fois qu'on en a besoin dans différentes parties du cerveau. Et donc, ils ont émergé cette théorie-là. La conscience, c'est la théorie non conceptuelle du cerveau à propos de lui-même, gagnée par l'expérience, l'apprentissage avec soi-même, du monde et des autres. C'est ce qu'ils ont appelé Radical Plasticity Thesis par Clearman, qui a étudié ce cas. Donc, c'est que le cerveau apprendrait à devenir conscient encore et encore et encore chaque jour, plutôt que d'avoir une conscience qu'on possède à la naissance. Donc, ça met aussi un petit tacle à la théorie de l'esprit. Donc, la théorie de l'esprit, c'est le fait qu'on soit capable de s'attribuer nos propres états émotionnels et nos propres états intellectuels et de l'attribuer aux autres. C'est-à-dire que quand je te regarde, je sais que tu es étonné, que tu es heureux, que tu vas bien, etc. Et la théorie de l'esprit, d'ailleurs, chez beaucoup de gens qui ont certaines particularités, comme les autistes notamment, elle est perturbée. C'est-à-dire que les autistes, ils vont avoir du mal justement à projeter des émotions chez les autres. Ils vont avoir du mal à dire ah cette personne peut-être qu'elle est triste ou pas. Et donc est-ce que ces gens-là ils sont conscients en ayant une théorie de l'esprit qui est un petit peu diminuée? Est-ce Mhm. que un mec qui a 10% de cerveau il est conscient? Bah, normalement oui. Donc du coup qu'est-ce que la conscience? Si vraiment est-ce qu'on peut faire ça aussi? Donc ça Je, ouvre pas mal de questions. je sens que c'est une question philosophique à laquelle il n'y a pas de réponse absolue à ce jour. Non, oui, tout est ouvert. D'ailleurs, la conscience, j'étais allée à un congrès où il y avait des philosophes, il y avait des généticiens, etc. Tout le monde te donne une définition différente déjà. Et D'accord? la façon d'étudier est très variée aussi. Donc, du coup, on essaye de plus en plus, c'est vraiment le hot topic chez un scientifique, hein, de toute Mhm. façon, ça, avec tout ce qui est le cerveau, etc. Donc, c'est vrai on essaye d'avoir une théorie unifiée de ce qu'est la conscience, mais finalement, ce qu'on essaye de trouver, c'est que plus on essaye de démontrer que tel animal ou pas, il a une conscience, en fait, on se rend compte que tout a une conscience, ou alors personne n'a une conscience parce qu'on ne sait pas vraiment le définir. D'accord. Moi, ce que j'en Un petit peu retiens, le c'est bordel. que il faut pas se fier à la taille du cerveau pour savoir si un être humain, et même vivant du coup, est fonctionnel. Exactement. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est que la flexibilité cognitive qu'on a, elle est si énorme que si demain vous me dites, voilà, ben moi j'ai une lésion cérébrale, est-ce que je peux m'en sortir? Ah ben, bien sûr, tu peux t'en sortir, il n'y a aucune règle en fait. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle et ça s'applique partout en science. Finalement, on peut tout faire, on peut même
transcender peut-être la matière, peut-être qu'on n'a pas encore trouvé ces capacités-là, mais qu'on les a. Mhm. Quel est le minimum de neurones dont on a besoin pour être conscient? Eh bien, on est en train de se demander si les abeilles, elles sont conscientes et en termes de proportion, si nous, on a 10 puissance 8 neurones, c'est-à-dire 10 avec 8 zéros derrière, elles en ont 960 000. Donc déjà, c'est pareil, une dizaine de pourcents de ce qu'on a et tu peux être peut-être conscient. Est-ce qu'on a Mhm. vraiment besoin de neurones aussi? Parce que maintenant, on a tout ce qui est intelligence artificielle où on essaye de reproduire ça. On voit on a accordé des droits, tu sais, à Sophia, le robot qui a une intelligence artificielle Ouais, récemment, hein. j'ai pas suivi des masses, mais ça m'a paru bizarre. Ouais, on a accordé des droits à cette intelligence artificielle. Donc voilà, les insectes, comme je vous ai dit. Donc aussi, qu'on ait une conscience ou pas, est-ce qu'on doit en prendre compte par rapport aux questions d'éthique, Mhm. notamment pour les animaux? Il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus dans quel pays, ils ont donné des droits pour les écrevisses pour ne pas les ébouillanter vivantes parce qu'ils ont Ah, considéré que comme on a montré qu'ils ressentaient la douleur, ça faisait partie de la définition de la conscience et qu'on ne pouvait plus ébouillanter les animaux vivants. d'accord. C'est plutôt un Voilà. bien, ça, non? D'un Oui, point mais de il y a, vue il y a éthique. encore beaucoup de pays où ça ne l'est pas. En France, ça ne l'est pas. En France, tous les invertébrés ne sont pas considérés comme des animaux à part entière. Et d'ailleurs, dans la majorité des pays, c'est le cas. C'est pour ça qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec, quoi. D'accord. Ok, donc ça pose beaucoup plus de questions que ça n'apporte de réponses, le cas Simpson, en fait. C'est ça. Mais c'est intéressant. Et tu vois, il y a le traitement des animaux, mais aussi des plantes. Les plantes, on s'est rendu compte que le réseau qu'elles ont, il y a de la communication. Oui. Non seulement il y a de la communication, mais que plusieurs plantes qui sont issues d'un même arbre, qu'on peut appeler des plantes sœurs, que tu dois d'ailleurs savoir mieux que moi, quand il y a une plante qui a une maladie ou qui a été affaiblie, d'autres plantes peuvent lui fournir par le rhizome. Donc le rhizome, c'est l'association entre les plantes et les champignons souterrains, peuvent lui Mhm. fournir des nutriments pour pouvoir Ouais. contribuer au rétablissement de cet arbre-là. Oui, oui, oui. Bah, Donc ça a été il n'y a pas aussi démontré. une sorte de conscience, quoi. Ça a été démontré au sein d'une même espèce et même interespèces. Donc entre deux espèces de plantes Exactement. différentes, il y a aussi des échanges racinaires qui sont bénéfiques aux deux, ou alors parfois qu'à un seul, mais jamais dans des relations bénéfices et pas bénéfices. Ça y est, le mot m'échappe. En tout cas, c'est pas une relation négative pour l'une ou l'autre. C'est pas une relation de Voilà. parasitisme, etc. D'accord. Alors le chat est peut-être surpris parce que je ne lis pas les questions, mais on va passer à la phase questions juste après. Est-ce que est-ce que c'est ta dernière diapo ou est-ce qu'il y en a une autre? Non, Ah je vous ai oui. juste mis la diapo, donc avec, si vous voulez voir l'article en anglais. Donc, Brain of a White Collar Worker. Donc, c'est le cerveau d'un fonctionnaire français qui a été étudié. Voilà. Il n'y a pas Si ça marqué vous français intéresse. dans le titre quand même. Non, non, puisque on les met en anglais. Mais ouais, Oui, d'accord. voilà. Mais ça pourrait être un fonctionnaire de n'importe quel pays, hein. Je veux dire, ça aurait pu arriver à n'importe quel fonctionnaire de perdre 90% de son cerveau. Ouais. On a eu d'autres cas. On a eu aussi une femme chinoise qu'on a retrouvée avec une forme un peu différente. Aussi, en cas d'école, on a le cas d'un homme qui s'était fait empaler au niveau de l'œil et qui avait perdu Ouais. beaucoup de son cerveau et qui quand même, il allait plutôt bien, quoi. Même si par contre, lui, il avait des troubles comportementaux. Il était devenu violent, etc. à la fin de sa vie. Mais ouais. Moins Voilà. facile. Ouais. Ok, ben merci beaucoup de nous avoir apporté la preuve qu'on peut très bien s'en sortir dans la vie avec seulement 10% de sa masse cérébrale. Je pense que c'est un message d'espoir pour beaucoup de personnes et j'en fais partie, même si je mets la communauté Twitch dedans. Merci beaucoup pour ces petits cœurs. Merci, docteur Marie-Geneviève Guiraud, d'être venue nous présenter ce cas particulier. Si vous êtes intéressé par la question, n'hésitez pas à apprendre l'anglais pour lire l'article ou aller vous renseigner sur Internet parce que je suppose que c'est un article qui a dû avoir, pas forcément sa traduction, mais faire un petit peu de bruit au sein de la communauté scientifique et qu'on peut trouver pas mal d'informations en français, au-delà Oui, de bien sûr. l'article, je veux dire. D'accord. Oui. Eh bien, merci beaucoup à toi. On va dire bye bye YouTube et on va commencer la phase de questions parce que dans le chat, il y a déjà eu 2 ou 3 remarques pertinentes.